Vous écoutez le grand débat, issu de l'épisode S1004 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 27 mars 2025. Cette émission vous est présentée cette semaine par Panajou, la maison de la photographie. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec le réalisateur Nico Sargilet et Fabien Van Huffel pour cette grande discussion autour des techniques de tournage vidéo en reportage. Alors, nous allons commencer cette discussion par parler du matériel de prise de vue. Caméra, optique et son naturellement, mais aussi les accessoires indispensables à considérer. On va essayer de se mettre dans le cas de figure fictif de la commande d'un reportage vidéo de 20 minutes réalisé par une toute petite équipe de 2 personnes, un réalisateur cadreur et un couteau suisse cadreur #ingéson, sur la réalisation des vendanges par un producteur de Grand Cru en Bourgogne, en racontant le choix du premier jour des vendanges, la cueillette du raisin, son tri et le pressurage. Le reportage doit montrer les différentes étapes des vendanges et intégrer des témoignages des différents intervenants. La première étape est donc de réaliser cette fameuse liste technique de tout le matériel qui sera nécessaire. Pour cela, l'idéal est déjà de s'être beaucoup renseigné sur le sujet du reportage, d'avoir fait des repérages et même si possible un découpage du film. Bien entendu, ce travail doit prendre en compte le budget et le temps alloué à la réalisation de ce tournage. Nikos, j'imagine qu'on commence par le choix de la ou des caméras pour cette liste technique. C'est ça le point de départ? Ça peut, oui. Déjà, c'est hyper précis comme scénario. Ça nous met direct. Je te demande pas de me faire un ambiance. devis. Non, c'est vraiment hyper précis. Ah oui, parce que ça peut être quoi un scénario? Une ligne? Ou genre. Non, tu c'est-à-dire pars de que, rien. non, c'est-à-dire que, non, mais c'est très bien. C'est un super cas concret sur lequel on peut bosser. Mais du coup, j'imagine ça pourrait être aussi applicable à d'autres. Ah bah bien à sûr, d'autres non, là scénarios. j'ai mis un cadre parce qu'il fallait mettre un cadre, mais Certes. On est Oui, le choix de la open. caméra. Le choix de la caméra, ça peut commencer par le choix de la caméra. Ça dépend, en fait, il faut regarder ces histoires de budget, ces histoires de où on met l'argent finalement. Est-ce qu'on le met sur du temps? Est-ce qu'on le met sur la technique? Est-ce qu'on se met sur l'humain? Est-ce qu'on le met sur la post-prod? Il faut adapter en fait la voilure en fait à la taille du bateau. Mhm. Donc ça dépend. Est-ce que c'est de la loc? Est-ce que c'est cette petite boîte de prod veut s'équiper? Enfin, c'est des questions qui sont hyper différentes, qui peuvent nous aiguiller dans des directions qui sont assez différentes. Moi, j'aurais envie de dire que si on parle du choix de la caméra et de quelle caméra on va prendre, euh, plutôt que de partir sur un petit hybride en se disant c'est un petit peu moins cher, un petit hybride, euh, se prendre une vraie caméra qui est pas beaucoup plus chère. Alors, Puisque, qu'est-ce que tu appelles une vraie caméra? Alors, une vraie caméra, c'est une caméra qui n'est pas un appareil photo. Sur cette Tu vas nous fâcher, attention. Sur cette caméra qui ne prend pas de photos, donc qui n'a pas de vocation à être un appareil photo, on trouve par exemple des filtres ND. On trouve par exemple... On peut mettre des filtres ND devant un appareil photo. Oui, c'est pas la même chose. Mhm. C'est pas la même chose en termes d'ergonomie, c'est pas la même chose en termes d'utilisation, c'est pas la même chose en termes de qualité, c'est pas la même chose en termes de rapidité de travail. On peut, sur un boîtier photo, multiplier les accessoires, et les accessoires, et les accessoires, et les accessoires. On va faire monter la facture. On va rendre ça plus difficilement manipulable, Mhm. Fragile peut-être. plus fragile. À chaque fois qu'on rajoute un accessoire, un câble, on rajoute un point of failure, quoi, une propension à la panne sur chacun de Vulnérabilité. sur ces petits éléments. Donc, je disais filtre ND, prise XLR pour des micros, des outils de monitoring, des waveform monitor, des false color, un écran dédié qui soit Alors, il faut t'expliquer vite fait ce que c'est, un waveform monitoring. Alors. Parce que là, ici, on parle photo. Ok. Et on parle de la photo Ok, pour ok. aller sur la vidéo. Ok. Et peut-être que ceux qui nous écoutent ne savent pas ce que c'est. En gros, c'est juste que pour se rendre compte de l'exposition d'une image log, on peut utiliser un certain nombre d'outils et l'histogramme auxquels sont habitués les photographes est
peut-être l'outil le moins performant pour juger de l'exposition d'une image, puisqu'il nous donne très peu de renseignements finalement sur la distribution de l'exposition au sein de l'image, sur un sujet en particulier. Les zébras peuvent nous donner une indication sur vraiment une valeur d'exposition en termes d'IRE qui est vraiment particulière, ou une plage. Le waveform monitor, en gros, va nous donner, c'est un moniteur de forme d'onde, un peu comme un oscilloscope, qui va nous donner une lecture comme une radiographie de l'exposition d'une image. Voilà. Les false colors, ça va attribuer à chaque zone, zone de l'image, un peu comme le système d'Ansel-Adams de zone Zone système. système, Voilà, ouais. ça va attribuer à chaque zone, on va dire, pour grosso modo, une couleur. Donc ça va permettre de savoir si cette partie sombre de l'image est vraiment très sombre ou si elle est moyennement sombre, si cette partie est correctement exposée, elle est dans les gris moyens, ou cette partie est très exposée. Donc tous ces outils vont permettre finalement rapidement de pouvoir juger de l'exposition d'une image et de travailler juste plus vite, mieux, dans de meilleures conditions. Je te pose la question parce que c'est une fonction, il se trouve qu'on commence à trouver dans les hybrides à l'heure actuelle de plus en plus. Et je voulais te demander, toi Fabien, qui est, on va dire, encore une plus jeune génération, ça te parle là, tout ça? On fait une petite pause sémantique dans tout ce qu'aborde. Très honnêtement, oui. En fait, qui est passionné de la photo, de la vidéo et qui est un peu curieux, peut se former assez facilement sur les outils comme YouTube. Donc en soi, je suis pas dépaysé, même si j'utilise pas forcément au quotidien les waveforms, les false colors, tout ça. Mais je pense qu'il y a des bonnes portes d'entrée actuellement pour de la formation sur ce type de sujet, notamment sur YouTube. Hmm. Si on travaille avec plusieurs caméras, Nikos, est-ce que c'est primordial d'avoir le même modèle? Le même modèle, pas forcément, ça dépend. C'est bien de rester chez la même marque Pour avoir une cohérence, ça, de, pour de, avoir de, une, de rendu? pour avoir une cohérence de rendu, pour voir si on peut se partager des batteries, pour voir si on peut se partager des Ok. cartes mémoire, pour voir si on peut tourner dans les mêmes codecs, si on peut mettre la même lutte en post-production. Ça peut aider Pour simplifier la vie, quoi. pour simplifier la vie. Honnêtement, le mieux quand on a plusieurs caméras, c'est d'avoir plusieurs fois la même caméra. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Après, Après, bon, après, c'est quand le on a. budget, c'est toujours la même chose, quoi. Et On puis peut avoir quand une on a- caméra principale un peu ouf et puis des caméras secondaires un peu moins. Ouais, ou des caméras pour faire autre chose. Une caméra B qui peut, pour le coup, être un boîtier hybride, qui peut aller facilement sur un Ronin, qui Ouais. peut aller facilement sur un slider, qui peut facilement faire de la macro, qui peut facilement se prendre à main levée pour faire des choses peut-être plus facilement qu'un autre. Donc, c'est aussi une histoire de dextérité. Mais il y a le choix de la cam en B, mais il y a peut-être quelque chose, en tout cas, qui parle sûrement pas aux photographes. Mais par contre, si on veut vraiment se faciliter la vie quand on a plusieurs caméras, c'est d'avoir des petits boîtiers de timecode. Ouais. Et ça fait partie des choses qu'on ne trouve pas sur les boîtiers hybrides, à part chez Canon, qui a sorti pour moi le seul vrai hybride qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire qui est à la Le fois, R5C. voilà, qui est à la fois une caméra avec un menu de caméra, avec un outil de caméra, un système d'exploitation de caméra, avec des outils caméra, à part les filtres ND malheureusement, j'espère un jour, qui est le seul boîtier hybride parce qu'il y a un port de synchro timecode. Et en fait, d'avoir un boîtier de camcode entre toutes ces caméras et en post-production, appuyer sur un bouton, demander à son logiciel de montage de tout synchroniser comme ça, ça fait gagner des heures et des heures et des heures, et donc de l'argent, et donc de l'efficacité. Mais tout ça, de toute façon, on l'a abordé très rapidement, mais on peut le faire en location. Vous en faites, vous, un petit peu à Panajou, de la location sur du beau matos vidéo qu'on peut pas forcément se payer? Sur du beau matos vidéo, pas forcément. On est quand même plus tourné photo sur de la location. Après, pourquoi pas un jour proposer ce genre de prestat, mais pourquoi pas? Pour l'instant, pas vraiment. Ou C'est- R5C peut-être. Ah, R5C, c'est déjà un peu plus dans le champ des possibles. Ça se rapproche de ce qu'on a en magasin. C'est vrai qu'on a un peu moins de grosses caméras, de grosses vraies caméras, si j'ose dire. Oui, on parle pas de Mais Harry, ou on parle pas, enfin vraiment des raids et Non, on monte pas trop compagnie. dans les tours, là. Là, on reste Non, non, raisonné, quoi. Ouais, on peut être chez Sony sur une FX6, une FX9, chez Canon sur une C400, C80, C70, C300 Mark III. Ouais. Il y a des modèles qui sont un peu plus plébiscités que tu as identifiés chez ces trois gros acteurs, hein. Donc, on a évoqué Sony, Canon. Bon, je pense qu'on peut rentrer Lumix aussi dans cette catégorie. Panasonic, je crois que c'est pas des Lumix, la partie cinéma vidéo. Je crois que c'est des Panasonic. oui, je pense que les plus gros acteurs, du moins chez nous, après ça peut être totalement différent chez les autres magasins, mais nous on a beaucoup de FX qui sortent. La FX Line de Sony plaît énormément. C'est ce qui se rapproche le plus d'une vraie caméra de cinéma, je pense, chez les hybrides.
À part le R5C du coup, mais Ou est-ce qu'on peut. Tu parles de la FX3 en fait. oui, de la FX3, Ou ouais. est-ce que c'est parce qu'on peut lui greffer toutes sortes d'accessoires? On a l'impression que les vidéastes aiment bien ces appareils des fois un peu dépouillés, comme les Sigma FP ou les FX3, auxquels on va pouvoir ajouter, enfin un peu faire ce qu'on veut d'ailleurs, soit l'utiliser tel quel ou alors l'accessoiriser. Oui, ça peut plaire. Ouais, je sais pas, je pense qu'il y a un engouement il y a une idée, un plaisir, l'idée de partir léger, forcément, quand on Ouais. porte une grosse caméra, des gros objectifs, plusieurs kilos de matériel sur le dos, qu'on doit bouger, se déplacer, prendre des avions. Forcément, on se dit, on va partir léger, on prend des petits boîtiers, mais le petit boîtier, plus le petit accessoire, plus le petit moniteur, plus les petites batteries, qui sont pas les mêmes que la caméra, et patati patata, je suis pas sûr qu'on gagne beaucoup, mais effectivement, oui, ça permet par contre, effectivement, quand il faut le mettre sur un Ronin, on peut le dépouiller et la mettre sur un Ronin, on peut l'utiliser à la main levée pour faire des images d'illustration, des choses. Il y a quand même une flexibilité, hein, sinon il n'y aurait pas tant d'engouement, c'est sûr. Hmm. Bon, maintenant qu'on a vu un peu pour l'objet caméra en lui-même, euh, au niveau des formats d'enregistrement, euh, qui peut le plus, peut le moins, on met tous les curseurs à fond et on verra en post-prod, où on essaye d'avoir de la même manière un raisonnement logique, mesuré, responsable, économique, euh, au niveau de ses choix à la prise de vue. Oui, je crois qu'il faut d'ailleurs sur tous les films et sur tous les budgets, cette réflexion, elle existe, hein. On peut tourner un long métrage pour Hollywood, la question du stockage va se poser à un moment donné. C'est-à-dire qu'on peut tourner sur le plus gros format de fichier disponible, mais on va se retrouver, en fait, rien n'est gratuit, quoi. C'est-à-dire que on va se retrouver avec, il faut beaucoup de cartes, il faut beaucoup de temps pour décharger, il faut beaucoup de disques durs de terrain, il faut beaucoup de disques durs en post-production. Ça prend beaucoup de temps, ça prend des ressources. Il faut créer des proxys pour travailler avec, donc ça veut dire du temps de transcodage et des choses comme ça. Oui, oui, il faut toujours adapter, il faut toujours se poser la question, quelle est la finalité, quelle est la diffusion, sur quoi je vais diffuser, et puis se poser la question, combien d'heures je vais tourner par jour, de combien de cartes je dispose, de combien de disques durs je dispose, et adapter. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas tourner en 8 bits. Parce que la Ouais. différence entre du 8 bits et du 10 bits, c'est la différence entre 160 millions de couleurs et 1 milliard de couleurs. Hmm. Voilà. Il ne faut pas tourner en 4:2:0. Voilà, parce Mhm. qu'il faut du 4:2 minimum en compression, T'es en train de en nous dire colo. qu'il faut mettre tous les curseurs à fond, quoi. Non, 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 par contre, Non, par contre, de regarder les bons critères, non, mais peut-être. voilà, Ça, non, mais c'est- ces critères-là sont c'est- importants. ouais. Par contre, on peut tourner en long GOP et pas forcément un intra, Ok. selon ce qu'on Olentra, fait. Longop, là oui, on est dans les menus un peu. On rentre un petit peu dans l'état, mais c'est Mais important. parce que, C'est-à-dire parce que par ça joue exemple, sur le poids des par fichiers. exemple, ouais, par exemple, on fait une interview. Ok, on fait une interview qui va durer 1 heure, 2 heures. Voilà, sur cette interview, les images vont pas beaucoup bouger. Il n'y a pas beaucoup de mouvement. Une personne elle est assise, il y a un fond qui va pas beaucoup bouger. Voilà. Sur ces formats-là, on peut tout à fait compresser son image, tourner en long GOP. On n'a pas beaucoup de détails, de choses à faire. Par contre, si on filme l'eau vive, un torrent de montagne avec des arbres qui sont balayés par le vent, oui, forcément, on aura une meilleure image en intra. Mais est-ce que c'est ça qui est important? Est-ce que c'est ça qui est déterminant sur son image quand on diffuse son film sur YouTube, sur la télé? Aujourd'hui, je ne le crois pas. Donc, il faut adapter, tourner en 8K ou en RAW ou ces choses-là. Honnêtement, aujourd'hui, moi, j'en vois pas l'utilité. Tu veux dire, pour en revenir à ce cas concret, on va dire, de sujet de 20 minutes sur les vendanges, avec un R5C, mettons, ou une FX3 ou autre, tu serais comment? Tu serais en 4K du coup ou en 1080p? Non, en 4K, parce qu'aujourd'hui, de toute façon, c'est bien d'avoir des rushs en 4K, c'est bien d'avoir des masters en 4K, et puis ça permet de gagner en sensibilité au niveau du bruit. Si on va sortir de toute façon un master en HD, hein, il y a quand même peu de diffuseurs qui prennent aujourd'hui quand même du 4K, donc ils veulent un master en HD. Ça va permettre de downscaler le bruit, le grain, ça va permettre pas mal de choses, de pouvoir stabiliser un peu, de pouvoir Recadrer un peu, recadrer besoin. un peu s'il faut. Donc c'est bien d'avoir ces rushs en 4K. Aujourd'hui, les capteurs sont 4K, donc on ne sait pas comment ils vont faire une image 1080. Il y a des caméras qui sortent des 1080, excusez-moi, qui sont dégueulasses, Hmm. en fait. Donc il faut rester dans ce que la caméra est censée faire, c'est-à-dire l'ISO natif, le profil log le profil log établi par le constructeur, et en 4K si le capteur est 4K. Mais par exemple, on prend le cas du R5C, il filme en 8K, c'est super. Mais moi, je l'utilise en 4K parce que le 4K est déjà downscalé, ce que j'allais faire de toute façon au final. Et il est très très beau, ça permet de gagner en sensibilité et de gagner en piqué.
Et pas de faire chauffer les cartes, etc., etc. Et puis tourner en ralenti. Hum. Et puis pas tourner en H265, mais avec un vrai codec. Enfin bref, plein de Bah, choses. H265, c'est bien quand on veut peut-être faire une diffusion sur les réseaux sociaux ou je sais pas, un truc vraiment léger, prêt à l'emploi, ou c'est le format un peu pour tout le monde, non? Enfin, comment Alors, tu l'expliquerais ça? non, Par rapport au 264 et... c'est toujours pareil. C'est-à-dire que rien n'est gratuit dans ce monde. Donc, si on va compresser l'image à la prise, il va falloir la décompresser à un moment donné. Donc, en fait, il va falloir un ordinateur plus puissant et plus de ressources pour pouvoir décompresser cette image. Donc, soit on a des ordinateurs qui ont des puces dédiées d'encodage et de décodage H265. Ça va bien se passer. Soit ça va être compliqué, ça va juste faire galérer en post-production pour rien. Hmm. On voit quand même les constructeurs. Alors là, je reviens peut-être un peu plus sur l'univers des boîtiers hybrides qui mettent le paquet sur la vidéo. Le cœur finalement de ces boîtiers est capable à peu près de faire le même type d'image que ces caméras vraiment conçues pour ça. L'un des gros arguments, Fabien, des constructeurs en ce moment, c'est la 8K, c'est des enregistrements en RAW complètement délirants, des débits de ouf. Est-ce que ça parle finalement aux vidéastes qui viennent en magasin et qui se sentent un peu séduits par ces arguments-là, qui se disent bon, bah voilà, il faut suivre un peu le flow. Peut-être que c'est un peu overkill aujourd'hui, la 8K, mais peut-être que dans 2-3 ans, ce sera un incontournable. Donc, il faut que je m'équipe aujourd'hui. Très honnêtement, pour revenir sur la 8K, je suis pas sûr que c'est un engouement exceptionnel dans les prochaines années. Par contre, c'est une belle vitrine technologique. On a vu avec le premier R5 quand il est sorti avec la 8K, enfin, tout le monde était un peu sur le cul. Je sais pas si on peut dire ça dans le podcast. Alors là. Mais non, c'est une belle vitrine technologique. Après, est-ce qu'à l'usage, ça sert vraiment? Oui, ça permet de recropper dans une image. Forcément, qui peut le plus peut le moins, mais je suis pas sûr qu'à l'usage, et je suis pas sûr que les gens l'utilisent au maximum de ses capacités, ce genre de technologie. Tous les témoignages de vidéastes qu'on peut croiser depuis le début de ce podcast tendent à penser ce que tu viens de dire. En tout cas, c'est que finalement, la 8K, c'est plus un argument marketing. Part dans l'autre sens, quoi. L'industrie, où ils diffusent encore en 4K Ultra HD ou en 1080p la plupart du temps. Je me souviens de Sébastien Deveau aussi qui nous disait encore filmé en 1080p. Donc après, ça peut être intéressant pour plein d'autres choses ou des sujets vraiment très spécifiques, mais ça reste a priori plutôt marketing quand même. Nikos, niveau optique, dans le cadre de figures qu'on a décrit tout à l'heure, est-ce qu'on va plutôt s'orienter vers un zoom très polyvalent, capable de faire un peu de tout, on va dire entre gros guillemets moyennement, ou partir sur une belle série? Parce que c'est que les vidéastes, ils aiment bien bosser en série, avec une série de focales fixes, 100% manuel, avec des optiques recarrossées, machin, tout le bazar, quoi. Alors pourquoi tu as dit un objectif transstandard moyen partout? Il y a des objectifs transstandards qui sont bons partout, Ok. qui sont très bons. Il y a des 24-70 qui sont magnifiques, qui sont bien partout. En tout cas, pour de la photo, peut-être moins bien qu'un prime, en tout cas pour la vidéo, qui sont beaux et qui passent partout, que nous, on utilise au quotidien. Il y a Canon qui a sorti le 24-105 2.8 stabilisé, qui est, je pense, le seul objectif dont on peut avoir besoin jusqu'à la fin de sa vie. Ça te parle, ça, une optique comme ça? Bah oui, forcément. Si on est sur du plein format, on la met au cul de sa caméra et puis c'est fini, game over. Même le photojournaliste Pascal Maître, qu'on a reçu ici, a pu l'utiliser sur le terrain lors de ses reportages. Il nous en a dit le plus grand bien que c'est pas la plus compacte des optiques, mais c'est logique avec une telle ouverture. Et il a été totalement séduit par l'optique. Ouais, non, la stabilisation est dingue. Moi, mes conseils, ça serait d'avoir une optique équivalent, on va dire 24-70. Par contre, de ne pas sacrifier sur l'ouverture. Je pense que l'ouverture à 2.8, c'est important. Ouais. Pas que pour l'aspect créatif et la profondeur de champ, mais justement pour les situations de basse lumière, parce qu'entre 2.8 et 4, il y a un diaph, donc il y a 2 fois plus de lumière qui rentre dans le capteur ou 2 fois moins de lumière. Donc c'est la différence entre tourner à 800 ISO ou 1600 ISO, ou tourner à 6004 et à 3002 si on est en faible condition de lumière. Et après, sur les focales fixes, oui, avoir toute une série... pourquoi pas, si vraiment on aime bien vraiment s'encombrer d'une valise et changer d'optique tout le temps et qu'on a le temps. Mais sinon, avoir un ou deux beaux cailloux, un 50, très lumineux,
pouvoir faire des... 51-2 comme ça. Ouais, après, petit. le 1-2, c'est pas forcément un 1-2, c'est On pas... commence à le trouver chez plusieurs marques. Hein. Il y a Sony, il y a Sigma, Canon, en fait aussi. Oui, il y en a un peu partout. C'est pas, après, 1-2, c'est pas les plus performants. Et c'est généralement à 2, ils commencent à être un peu plus sympas sur le rendu. Mais oui, pour sortir de... en gros, voilà, on arrive, je sais pas, un intérieur, c'est moche, c'est un peu dégueu. On a envie que tout soit un peu flou parce qu'on n'a pas envie que ça se voit beaucoup. Donc, on a envie de donner du style rapidement. On sort son 50, on le met à 1-2, 1-4, 1-8, 1-2. Et puis, on fait des belles images. Ou alors, on est vraiment en basse lumière. Moi, j'ai toujours au fond de mon sac un 35 mm f2 stabilisé de chez Canon, qui est une petite optique, même pas elle, qui vaut, je sais pas, 350 balles. C'est ma optique quand il fait nuit. Voilà. Quand il fait nuit, c'est celle-là que je sors. Parce que pareil, entre 2.8 et 2, il y a un diaph. Donc, c'est la différence entre tourner à 6004 ou tourner à 3002. Mais ça Disons. veut dire que tu shootes en Super 35 avec tout ça? Parce que tu me disais au début que c'était vraiment ton format. Donc, ça veut dire que finalement, toutes ces optiques, tu vas régler ton boîtier en x1.6 en Super 35? Ouais, moi, mon objectif, enfin, là, quand on parle des objectifs plein format, puisque c'est sur des caméras qui seraient aujourd'hui une C80, une FX6, une C400 ou des choses comme ça. Après, moi, mon objectif de prédilection, ça va faire marrer beaucoup de gens, c'est un objectif EFS 17-55 Ah de oui, 8 le Ah 2.8. ouais, putain, il stabilisé. est à l'ancienne Ouais, celui-là. Hein. Il est à l'ancienne. C'est vieux, hein. C'est une merde. Non, mais attendez, c'est une merde physiquement. Oui. C'est-à-dire La que construction la est vraiment construction, pas elle est terrible. merdique. Je pense que la bague de mise au point, ça doit être 20 degrés pour aller de l'infini au truc. Ça prend la poussière. C'est pas du tout tropicalisé. Tu le vends bien. Tous les ans. Non, mais tous les ans. Attends, il va nous sortir tous un les truc ans- à la fin. Non, mais tous les ans, j'en Il prends a un, un je rendu le jette. Ouais, non, mais, extraordinaire. tous les ans, j'en prends un, je le jette. La stab, elle part en sucette et tout. Donc, il faut en racheter régulièrement. Mais bon, il vaut pas trop cher. Mais franchement, optiquement, c'est une tuerie. C'est une tuerie optiquement. C'est sur du S35, l'équivalent d'un 24-70 C'est ça. à 2.8 stabilisé. Et ce qui n'existait pas jusqu'à il y a quelques années. Donc, c'est vraiment une tuerie. Moi, c'est l'objectif de prédilection. Voilà. Enfin, le jette pas tous les ans parce que tu sais qu'ils ont arrêté de les produire, hein, Canon, les optiques EF et Ouais, EFS. je pense que tu dois en avoir une petite palette d'occasion. Ouais, je pense que ça se trouve même encore du stock. Il doit y avoir du stock un peu Ouais. partout. Là. Ouais. Et toi, Fabien, niveau optique, qu'est-ce que tu privilégies? Plutôt zoom, plutôt focal fixe quand tu shootes ou quand tu fais des vidéos pour Panajou? Pendant très longtemps, j'ai écouté les anciens photographes qui disaient on zoome avec ses pieds, les focales fixes c'est mieux optiquement, etc. À vrai dire, sur mes tournages du quotidien, c'est quand même un grand zoom transstandard à 2.8 parce que c'est bien plus polyvalent. On met une optique sur le boîtier, ça bouge pas, on change pas d'optique, il n'y a pas de poussière sur le capteur. Et en vrai, ça fait tout, ça fait 95% du job. Donc en soi, il y a en fait les deux mondes cohabitent à côté. Enfin, les deux mondes cohabitent en soi, c'est juste qu'il y a une préférence qui va d'un côté ou de l'autre. Moi, je préfère les zooms maintenant. Ouais, tu parles de poussière. Donc, même sur un tournage comme les vendanges, petite parenthèse rapide, mais on serait plus à avoir deux boîtiers avec des focales fixes et un zoom, ou alors on a un boîtier, on a son zoom et puis son parterre de focales fixes et on va changer, quitte à prendre de la poussière. Prendre de la poussière, hein, si on maintient son capteur vers le bas quand on change ses objectifs, on ne prend pas non plus de la poussière à chaque changement d'objectif, il ne faut pas exagérer. Moi, je change d'objectif, que ce soit sur la banquise au Groenland ou en phare amazonienne, je change, je sais pas, 10 fois par jour d'objectif. Ah ouais, même en vidéo. Oui, Oui, il y avait même ce en mythe Non, même en de vidéo, faire on change. quand même gaffe. Oui, on fait gaffe. On tourne vers le bas, on ouvre, on prend le truc, mais j'ai un objectif coincé entre les bras, je me bats avec les cages et tout. Enfin, voilà, on a le droit de changer d'objectif, faut pas non plus, voilà. Non, mais après, ça dépend. Et si on a plusieurs caméras, j'imagine qu'on est plusieurs à filmer, donc c'est bien de se répartir aussi le boulot. Si on filme la même scène, c'est bien qu'il y en ait un qui a un 24-70 et un autre un équivalent à 70-200 pour aller chercher autre chose, ou un 100 mm macro et qui est accroupi par terre en train de faire des macros pendant qu'on tourne une autre scène, ou faire quelque chose d'autre. Mais c'est bien en tout cas d'avoir plusieurs éléments de langage pour raconter une histoire complète. Bon, j'ai été dur avec les zooms. Je m'excuse auprès de tous les industriels que j'ai pu offenser en disant que leur zoom faisait tout moyennement versus des focales fixes. Je m'excuse. On a parlé d'image, c'est bien, mais en vidéo, il y a un paramètre qui est fondamental aussi, c'est le son. Hyper important, on est bien placé pour le savoir. Sur Faut pas pousser les ISO,
on se prend suffisamment la tête pour avoir un son de qualité. Nikos, c'est quoi l'importance que tu portes au son dans tes projets et dans ce projet de reportage sur les vendanges et quel type de matériel tu utilises? Alors, le type de matériel que j'utilise, il a évolué au fil des années, puisque j'ai recherché à avoir de plus en plus compact, de plus en plus pratique. J'avais des Sennheiser G2, G3 qui fonctionnaient sur pile. Il fallait amener des kilos de piles à l'étranger. Il fallait les ramener ensuite, parce qu'on n'allait pas les laisser sur place. Euh, il y avait des problèmes de fréquence. On n'était pas dans la même. Il fallait le bon boîtier qui avait la bonne fréquence par rapport à la zone où on se trouvait, ou alors sinon on captait la TNT locale, ou alors les communications de l'armée. Ça m'est arrivé, sans déconner, ça m'est arrivé d'entendre la télévision dans mes HF. Voilà. Excellent. Ouais. Et donc, il y a quelques années, je suis passé sur un système de chez Sennheiser, toujours, qui s'appelle AVX. Ouais. Donc, c'est sur la bande des 2,4 GHz. C'est moins bien que de l'UEHF, je sais pas quoi, machin. Franchement, ça se branche direct sur la prise XLR, le récepteur. Les émetteurs sont sur batterie, donc en fait, on achète des batteries qu'on recharge sur un port USB. On a ça au fond du sac. Là, je suis en train de tester tous les petits nouveaux, là, les Rode Wireless Pro. Et ça, tout ça, c'est pour les voix, pour l'ambiance, tu fais comment? Pour l'ambiance, j'ai des microcams que je mets sur la caméra, mais des bons microcams. Je suis parti sur des Neumann KM184, qui sont des micros courts. Oui, c'est belle qualité ça. Mais c'est que du XLR du coup à chaque fois. Hein. Ouais, c'est que du XLR à chaque fois. Mais justement, ce que je disais, c'est que je teste là les nouveaux boîtiers, là, les Rode Wireless, machin et tout. Je pense que quand ça enregistre de la bonne qualité. Mais là, pour les premiers tests que j'ai vus, par contre, ce qui est transmis sur la caméra, c'est pas encore ça. Le signal est vraiment pas bon. Donc là, j'ai essayé le Rode sur un tournage, c'était vraiment pas bon. Je vais tester là le Sennheiser Profil, là, le dernier, pour voir ce que ça donne. Donc faire attention si on utilise des micros comme ça, de savoir est-ce qu'on enregistre dans le boîtier, est-ce qu'on transmet le truc. Et après, sur les prises d'ambiance, en vrai, si on se dit la vérité, en vrai. Le micro intégré suffit. Non, c'est pas ça que j'allais dire. Non, en gros, avant, on avait des Fostex, des Tascam, on faisait des prises de son, on avait des ingé-sons, ils étaient là, Ouais, un ça, perchiste. c'était le monde d'avant, ça. Voilà, ça c'était le monde d'avant. Donc maintenant, on travaille, voilà. Et puis un perchiste qui était là à qui on disait non, mais tu peux remonter ta perche, là, on la voit. On voit ton micro. Ou qui te niquait une séquence parce que en gros, il t'expliquait qu'on entendait un peu, ça frottait le truc. Ouais, et là, ouais. Au bout d'un moment, on s'en fout. Tu sais qu'on va tourner parce que là, le temps avance. Mais j'ai rien contre les ingé-sons, j'ai beaucoup d'amis ingé-sons. Mais non, mais du coup, aujourd'hui, il y a aussi un truc qui s'appelle le montage son, qui fait qu'en fait, que si je tourne dans les vignes, si je veux un beau bruit de vent, je vais rajouter un beau bruit de vent. Voilà, si je veux les cigales, je vais rajouter. Pas du faux, mais juste aller voir des vraies prises, quoi, des C'est vrais un boulot, ingé-sons, les bibliothèques de son. des vrais. Marc Nambla, on le salue. Monteur son, c'est un vrai boulot. Les bibliothèques, c'est des ingé-sons, ils sont vraiment fait chier avec du vrai matos pour aller faire des vraies prises à des endroits où peut-être c'est pas exactement cet endroit-là, à cette heure-là de la journée, mais finalement, quand le montage, on triche aussi, on utilise la lumière, on raconte des histoires quand même. Ah, complètement. Toi, Fabien, tu utilises quoi? Des DJI, on en parlait tout à l'heure, ils font des petits micros aussi, pour faire un peu du run and gun plus facile. Bah écoute, moi j'ai du DJI et les DJI mic. Pour mon usage, en vrai, c'est quand même assez pratique. Pour du run and gun, on branche le micro, on branche la cam. C'est sûr que sur ce type de reportage, c'est pas forcément ce qu'on peut préconiser. Ouais, à cause du vent Mais peut-être ou... alors ça et aussi la qualité de signal, on en parlait tout à l'heure. Après, Ouais. ça peut se prêter à certains types de contenus. Moi, je sais que je fais pas mal de contenu dédié au réseau. Et typiquement, ça nous suffit pour de toute façon, les réseaux vont compresser la vidéo et le son. Donc en soi, le son est très bien tel quel sur le boîtier, quoi. Bon. On va clore cette cette belle introduction dédiée au matos. Mais Ouais, j'ai oublié un truc. Ouais, j'ai oublié un truc sur le son. Le 32 bits, Non, l'euro du son, non, la capsule. on t'écoute. Ouais. Donc, la capsule, c'est comme l'objectif pour la caméra. On peut avoir un super système audio. Si on a une capsule à 50 balles, on aura un son à 50 balles.
Voilà. Donc la capsule est presque plus importante que le système de transmission. Donc effectivement, il faut que le système de transmission dégrade pas le signal. Mais par contre, sur les capsules, faut acheter Zéro compromis. du Sanken, voilà, ça pique, c'est 400 balles la capsule, mais c'est des bonnes capsules, ça marche toujours. Il peut pleuvoir, ça marche toujours. Il peut y avoir du vent, ça marche toujours. Ou chez DBA ou des trucs voilà, qui valent de l'argent, mais du coup, c'est le micro quand même, c'est la première chose avant le système de transmission. So be it. Maintenant qu'on est équipé, on va parler des différentes techniques de cadrage que l'on peut mettre en œuvre sur le terrain. Et on va commencer par le cadrage à main levée. Nikos, est-ce que tu peux nous parler de la manière dont tu cadres à main levée? Pourquoi, dans certains cas, tu cadres à main levée? Quels sont les avantages et les inconvénients de cette technique de cadrage? Moi, je cadre à je sais pas, 95% à main levée. Je mets vraiment très rarement la caméra sur un pied. Ce qui veut dire que j'ai un peu mal partout, hein, de manière générale. Pour moi, si je peux donner un conseil, en fait, il y en a plusieurs, mais peut-être le premier, c'est d'utiliser un Electronic Viewfinder, un IVF, un viseur. Je sais que ça fait très très vieux, plus personne n'utilise ça. On n'en met plus sur les caméras, c'est mon grand regret. On en met sur des appareils photo, par contre. Ouais, mais par contre, il faut vouloir coller la moitié de son visage contre son boîtier pour regarder dans un tout petit trou. C'est le choc des technologies. Pour voir quelque chose. Mais oui, il y en a Toi, effectivement. tu parles de ceux qu'on va greffer sur l'écran arrière, par exemple ou Alors, un vrai- non, Un Zacuto à l'ancienne, là. Ouais, non, un vrai IVF, quoi. Hmm. Comme il y en a plus, comme il y en a sur des caméras à d'épaule, comme il y en a. Alors effectivement, il y a eu tout le truc des loupes, même chez Sony, là, il y a des espèces de loupes, trucs qui tiennent pas en plastoc et tout, qui se mettent sur des écrans qui sont déjà de piètre qualité. Non, mais il y a des vrais IVF chez Canon, pas sur les dernières, mais sur celles d'avant, on peut acheter un vrai IVF. Sur toute la gamme d'avant, il y avait des IVF. Que ça soit, on peut acheter des. Donc, tu es à l'épaule, en fait, quand tu Non, utilises je suis un pas, truc comme ça. je suis pas à l'épaule. En fait, l'IVF, il est derrière. En fait, j'ai 3 points de contact avec ma caméra. Je tiens Ouais. la poignée, j'ai la main sous la caméra et je pointe avec. J'ai mes bras qui sont rapprochés vers moi et j'ai mon œil collé à ce viseur-là. Et donc, j'ai la caméra qui fait corps, en fait, avec le haut de mon corps. Et donc, ma tête, le prolongement de mon regard, c'est ma caméra et mon objectif. Et en fait, c'est tout le haut de mon corps qui bouge, c'est mes hanches qui font des mouvements. C'est moi qui stabilise et qui tient les choses en serrant les bras près de mon corps. Et c'est comme ça que je filme la plupart du temps. Vis-à-vis du point de vue, quand on travaille à main levée, quand on est dans une logique de reportage, on est sur quelque chose un peu de narratif, d'autant plus sur le cas figure qu'on a évoqué en début d'émission. À main levée, il y a quand même des mouvements qu'on peut difficilement faire avec une, entre guillemets, fluidité parfaite. Point de vue un peu toujours le même, tu fais toujours la même taille, tu montes pas sur un escabeau quand tu shootes. Comment du coup tu arrives à sortir un peu finalement de ce point de vue à hauteur Dieu debout? Bah, effectivement, quand on est à main levée, on est un être humain parmi les êtres humains, donc on est à hauteur d'homme. Bah, justement, en tranchant avec des choses qui n'ont rien à voir, en tranchant avec des plans de drone, tranchant avec une très longue focale, en tranchant avec des plans d'illustre, avec des contre-champs, en tranchant avec toutes ces choses-là, avec Même des les jeux- plans d'illustre, tu les fais pas sur pied? Ou par exemple un panneau à l'ancienne? Les Non, je fais panneaux pas de maintenant, panneau. tu peux les. Non, je Tu fais fais pas pas. de panneau. Tu Je fais fais pas de pas ces panneau, c'est trucs-là. interdit les Ah. panneaux, c'est comme les fondus, c'est interdit. Moi, j'ai 3 questions sur les trépieds vidéo qui viennent après. Non, mais justement, J'ai plein de trucs qui se décochent Non, sur mais- ma liste de formation. Non, mais par contre, tu vois, tu disais, il y a des choses qu'on peut pas faire qui sont difficiles à faire à main levée. Ouais. Un panneau, si tu veux faire un beau panneau sur un trépied, il faut mettre l'argent dans le trépied, hein. Ah oui. Non, non, j'ai pas dit le Parce que, contraire. non, mais ce bien que je veux sûr. dire, c'est que Il faut le c'est pas, porter. c'est pas non plus parce qu'on a un trépied qu'on va faire des beaux mouvements. Il faut un Tout à fait. très beau trépied qui est lourd, qui est bien fluide, sinon ça va pas non plus être dingue. Et aujourd'hui, il y a quand même un truc qui existe qui s'appelle la stabilisation dans les logiciels de montage et qui marque. Ouais, sur les caméras aussi, du coup. Oui, alors sur les objectifs, ça peut Mhm. aider un peu, mais la stab qu'on peut mettre en post-prod Mhm. est folle. C'est-à-dire que moi, je peux être au 300 mm à main levée.
en m'appuyant sur un truc et tout, faire un plan voilà, où il n'y a pas de premier plan, où il n'y a pas d'effet de parallaxe. Ouais. Derrière, je mets un coup de stab, c'est comme si j'étais au pied. Hein. Ah, carrément. Ah bah, il y a aujourd'hui des trucs qui sont quand même assez cool. Donc oui, il y a des outils derrière qui permettent justement, voilà. Mais pour moi, pour répondre à la question, l'idée c'est en fait, on est à main levée, on est ici et maintenant à hauteur d'homme, en train de raconter l'histoire au milieu des gens. On s'intéresse à des regards, on les regarde avec notre regard, notre hauteur, comme tu disais. Voilà. Et puis après, c'est rajouter tous ces éléments-là aussi narrativement. Ça veut dire aussi décrocher d'une situation, passer par un plan de drone, passer par un plan de Ronin, mettre ces gens qui sont en train de parler, en train de faire autre chose au ralenti, d'utiliser d'autres formes narratives, introduire une forme de poésie justement pour casser le côté peut-être chant contre chant. Ça fait 1 heure qu'on est là à expliquer un truc au bord d'une grappe de raisin, en train de le couper, et de la humer et de la goûter, quoi. Hmm. Bon, pour ceux qui ont quand même envie d'utiliser un trépied, hein, pour faire certains plans, euh, c'est pas tout à fait les mêmes pieds qu'on utilise en photo et en vidéo. Fabien, est-ce que tu peux nous expliquer un peu les différences fondamentales qu'il y a finalement entre ces deux familles de pieds? Bah, si vous venez dans un des magasins, vous allez vite le voir. Déjà, c'est la taille et le poids. Mhm. Forcément, en photo, on recherche la compacité. En vidéo, on veut quelque chose qui soit solide, qui tienne dans le temps, qui soit bien stable. Et aussi, on va greffer une tête fluide dessus pour potentiellement faire du panneau, même si c'est interdit. Je pense que ça va être les grosses différences. Et après, forcément, le budget. C'est des outils qui se veulent souvent dédiés aux professionnels, donc on va monter dans l'enveloppe. Hélas, mais je pense qu'on est déjà pas mal sur les différences. C'est Schlatter? Zachler. Zachler, ouais. La marque un peu ultra Ça a été une référence, je sais pas si c'est euh, toujours le cas. Manfrotto fait des pieds pas vilains non plus, mais Zachler, effectivement, au milieu de la vidéo, c'est quand même Ouais, c'est quand même mieux, ouais. mal du tout. Mm. Mais il faut le porter. Puis c'est des rotules spéciales hein, qui sont que sur 2 axes. Rotule les jambes machin. aussi, qui sont reliées au bas, etc. Ouais, alors ça, j'ai jamais vraiment compris Et quel c'est était vrai que- l'intérêt de les relier au bas, les jambes. Mais C'est pour la Non, stabilité, non? L'entretoise, c'est ça? ouais, c'est Ouais, ça. alors en bas, c'est vraiment, faut être sur du parquet en studio. Ouais, hein. c'est ça, quoi. Pour la stabilité, ça peut être pas mal. Il y a l'entretoise, les mid spreaders, ça s'appelle, c'est-à-dire quand c'est Au milieu. c'est au milieu. Ouais. Et après, il y en a qu'on n'ont pas ou qu'on peut enlever. Moi, ce que j'ai un Sachler Flowtech là, en full carbone, machin et tout, qu'on n'a pas du tout. Et ce qui est hyper bien, c'est qu'il peut s'ouvrir complètement, donc il peut se mettre oui, au ras du complètement sol. au ras du sol. Le mec a un trépied à 5000 boules, mais il l'utilise jamais. Non, on C'est ça l'utilise. Je le prends sur tous les tournages. J'ai pas de panneau avec, c'est pas pareil. J'ai deux trépieds que j'utilise tout le temps, que je ramène tout le temps sur les tournages. Donc, il y a un Sachler comme ça, donc, qui est hyper pratique, parce que les Flowtech, là, on soulève les molettes en haut et on peut le monter et descendre Mhm. avec une seule molette. Et j'ai un petit Benro, je sais pas, tortoise, machin, je sais pas quoi, qui est carbone, qui est les trucs chiants, là, qu'il faut visser, dévisser et faire sortir les trucs, mais qui est pratique sur une interview, posée rapidement de caméra, qui rentre dans le même sac que le Sachler, qui prend pas énormément plus de place. Mais le trépied, ouais, c'est important, je pense, pour tout ce qui va être, c'est bête de le dire, mais tout ce qui est longue focale, tout ce qui est aller chercher de l'illustre pour voir à un moment donné se poser. Ce qui est intéressant avec le trépied, c'est pas tellement l'outil, mais ce que ça induit. C'est-à-dire, on se pose. On se pose et on regarde à 360 autour de nous. On regarde un peu plus haut que le niveau des yeux, on regarde un peu plus loin, on sort une longue focale et on regarde le monde différemment. Donc c'est pour ça, en fait, quand je faisais la blague de c'est interdit de faire les panneaux, ce que je veux dire, c'est que c'est pas pour les mouvements, le trépied. Mhm. C'est pour le point de vue et l'endroit où ça nous place et la manière dont ça nous fait regarder les choses. En fait, que je trouve ça intéressant et c'est pour ça que j'en ai toujours dans mes tournages. Quand on part comme ça sur un projet de reportage, au moment du tournage, qui est généralement une durée délimitée, et on n'a souvent pas assez de temps pour faire ce qu'on aimerait faire, l'exercice, en quelque sorte, c'est finalement réussir à filmer, à capter euh, toute la matière nécessaire pour pouvoir après aller au montage. Et c'est pas forcément, quand on démarre, on n'a pas forcément l'expérience de se rendre compte des différentes typologies de plans, de coupe, de savoir poser un espace-temps, de toutes ces choses-là. Est-ce que tu pourrais essayer de lister les types de plans un peu incontournables du code du reportage comme ça, là, un peu
situationnels auxquels il faut penser, même si on ne les exploite pas tous en post-prod, mais c'est quand même mieux de les avoir au cas où. Ok, je vais essayer. C'est pas facile. Tu as comme 3 exercice. minutes, hein, évidemment. Ouais, voilà, exactement. Et tu n'as droit qu'à 42 plans. Non, ce qu'on appelait un Dallas, un plan de situation où on est devant un bâtiment, on est dans une région, on est dans un territoire, un plan qui pose, quel qu'il soit, que ça soit sur pied, que ça soit un panneau qui descend du ciel et qui arrive sur l'endroit où on est, que ça soit un plan de drone, voilà, un plan qui nous situe, en fait, où on est, dans quelle région, dans quel endroit du monde on se trouve. Tous les plans d'illustration qu'on peut, tout du détail, du petit, du vent qui vient sur une feuille, un détail de grains de raisin, puisqu'on est de grains de raisin, de grappes de raisin, puisqu'on est là-dessus, des pieds qui marchent au sol, un geste, une coupe, Des choses qu'on va pouvoir glisser un peu un dans le flair, montage, quoi. voilà. Tout ça, tu l'anticipes ou tu le fais Alors, quand tu peux, quand ça te vient non, en vrai, si j'avais un conseil à donner à quelqu'un, justement, c'est son premier reportage. De un, il rencontre son monteur. Et il parle avec son monteur avant. Ok. Parce que son monteur va lui dire tu me fais bien ci, tu me fais bien ça, j'ai besoin de ça, comment tu vois ta séquence, comment tu vois ton truc. Et en fait, de cette discussion va naître plein d'idées de mise en scène, plein d'idées de plans. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. C'est bête, mais c'est juste de parler au monteur avant, parce que c'est lui qui va le monter. Et il a peut-être un tout petit peu plus d'expérience sur ces choses-là, et donc va pouvoir le guider. La deuxième chose, c'est d'avoir une shortlist. C'est-à-dire de se dire comment j'ai envie de raconter mon histoire. Et comment je racontais son histoire, ça passe par l'écrit, quoi. C'est-à-dire l'histoire, elle commence où? Je suis où? On fait quoi? On présente qui? Est-ce qu'on présente au début? Est-ce qu'on présente le lieu? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que j'imagine comme actions qui vont se passer? Et donc, à partir de là, dérouler le film dans sa tête, en fait, commencer à se l'imaginer, à se monter, à avoir des Tu plans. passes par du storyboard ou pas forcément? Pas par du storyboard, mais oui, par un script, un scénar. Enfin, quand on fait du doc, en tout cas, on écrit les choses, puisque pour les vendre, il faut les écrire. Donc, une fois qu'on les a écrits pour les vendre, ça nous sert aussi un peu pour le tournage. Et pas toujours, mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir de là, on voit l'histoire qu'on a en tête. Cette histoire qu'on a en tête, ensuite, on va essayer de la découper. Moi, je me fais une shortlist, je fais une note sur mon téléphone, et j'ai une shortlist de tous les aspects que je dois aborder, autant éditoriaux qu'après hyper techniques de trucs. Et après, je suis confronté à la réalité. Et la réalité, c'est pas comme ce qu'on a prévu. Mais le fait d'avoir un plan, ça permet de l'adapter. Et ça permet des fois, des trucs qu'on a oubliés, se dire ah oui, ça c'était bien. Ou alors ah, cette idée-là, en fait, je voulais le faire comme ça, mais en fait, c'est pas ça la réalité. Mais en fait, cette idée-là, je peux peut-être la raconter différemment. Voilà. Et après, oui, de se dire, en vrai, de se dire qu'on va avoir besoin. Alors, il faut suivre l'action. Il y a des choses où on suit l'action, on suit des choses qui se passent. Voilà. Mais surtout, pas avoir peur de l'ellipse. Souvent, quand on commence, on a envie de rien manquer, comme si on pensait que c'est parce qu'on allait manquer un petit bout de l'action, un petit bout des choses qui allaient se dire, qui allaient se faire, qu'on allait rater l'histoire. En fait, c'est pas là que les choses se jouent. On peut faire l'impasse sur certains trucs, on peut ellipser. Mais ça, c'est avec l'expérience un peu. Ou le dialogue, comme tu dis. C'est intéressant ce que tu dis par rapport au monteur. Il y a aussi le fait que parfois on monte soi-même. Tu parlais tout à l'heure de tout ce qu'on fait de plus en plus les uns les autres. Le risque, c'est de s'alourdir la tâche en multipliant les plans. Ça ne sait pas trop quoi faire. À la fin, on ne sait plus trop quoi exploiter. Oui, si on fait des plans sans savoir pourquoi on les fait, oui, c'est un peu compliqué. Par contre, si on sait pourquoi on fait autant de plans, c'est cool d'être riche en post-production et en montage. Il faut mieux être en avance sur l'action d'après qu'être perpétuellement en retard sur les choses qui se passent. C'est-à-dire que des fois aussi, quand on filme et quand on filme à la main levée, quand on suit quelqu'un et quand quelqu'un nous raconte un truc, faut pas hésiter des fois à prendre les devants, à dire, c'est-à-dire en gros à se dire bon bah voilà, il est en train de faire un truc, mais c'est un peu bordel, c'est un peu chaotique, les conditions sont pas bonnes, la lumière est pas machin et tout. C'est pas grave. D'aller vers la lumière, d'aller vers ce qui marche, d'aller vers ce qui est fluide, de pas avoir peur de pas avoir tout le truc, puisque le montage, c'est choisir les meilleurs moments. Donc, peut-être aussi choisir les meilleurs moments au tournage. Ça marche. Alors, parmi les séquences imposées de notre projet, il y a des portraits de travailleurs qui livrent un témoignage sous la forme d'une interview. Ces séquences sont évidemment un petit peu à part et nécessitent un setup particulier. On vous propose d'écouter le témoignage de la vidéaste Julia Swell, qui nous parle des configurations efficaces qu'elle utilise, elle, quand elle a besoin de mettre en place des interviews vidéo.
Ça dépend pas mal de la demande finale, c'est-à-dire, est-ce qu'on tourne un micro-trottoir? Est-ce qu'on tourne au contraire une interview? On a un rendez-vous avec quelqu'un, on sait qu'on doit, mettre, l'interview en place assez vite, mais l'interview peut durer longtemps. Donc tout ça, c'est des petites choses à prendre en compte. Moi, ça m'arrive très souvent de filmer des interviews à 2 personnes et 2 caméras, voire 3 toute seule. Mais alors là, faut vraiment connaître, sur le bout des doigts son matériel. Parce qu'en fait, filmer une interview à 2 personnes avec les outils qu'on a aujourd'hui, seul c'est possible. Il y a une petite part de risque, hein, faut pas l'oublier et il faut absolument l'expliquer aux clients. C'est-à-dire que s'ils ont le budget, une interview à 2 personnes, dans l'idéal, on est 2 si possible. C'est-à-dire qu'on va mettre une caméra qui va filmer les 2 personnes à la fois, donc un large et puis, le champ contre champ. Donc il faudrait qu'il y ait, un opérateur par caméra, latérale. Sinon, 2 caméras, il y en a une qui passe de l'une à l'autre au fur et à mesure qu'elle parle, que je vais manœuvrer et une caméra qui restera sur les 2. Moi, mon setup d'interview le plus compact et versatile possible, c'est un monopode. J'adore les monopodes. Hem, Par exemple, pour faire un micro-trottoir, ça peut être super utile quand on n'a pas beaucoup de place, quand on ne veut pas poser un trépied dans la rue. Par exemple, on sait que tourner avec un trépied dans la rue, généralement, c'est pas autorisé. On peut se faire embêter par la police parce qu'il faut une demande d'autorisation, préalable. Donc un micro-trottoir, mettons, moi je le montrais avec un monopode, une caméra, bien sûr, un objectif, soit zoom, mais j'aime pas ça, soit focale fixe, à la limite en avoir une deuxième e à la ceinture, pour pouvoir, proposer, 2 types de cadrages différents. La majeure partie du temps, les clients, ils s'en fichent, de recevoir des vidéos en 4K, ça leur sert à rien vu que les vidéos vont être regardées, la majeure partie du temps sur un téléphone. Donc en fait, nous, ce qu'on fait opérateur quand on est seul et qu'on n'a qu'une caméra, c'est qu'en fait, on va tourner en 4K et on va se servir de cette résolution pour pouvoir recadrer x2 et donc de dynamiser un montage et bien souvent d'aller camoufler les A, les hésitations des gens en faisant un montage un peu cut et en passant du coup d'un recadrage à un autre. Donc ça change pas forcément les valeurs de plan, c'est-à-dire qu'on va pas avoir, tout d'un coup une image face, sujet qui va passer, sur le latéral évidemment, ça ce serait magique. Mais le recadrage x2 donne l'impression, en tout cas aux clients, qu'on a 2 caméras et ça dynamise un maximum le montage. Puis ensuite, évidemment, éclairer une interview, ça, si on a du temps et le budget ou si on possède un peu d'éclairage, c'est indispensable. Mmh. Fabien, tu fais souvent des interviews? Ça peut m'arriver, oui. Quel genre de setup tu mets en place, toi? Nous, on a un setup un peu propriétaire, un peu à nous dans notre salon Leica à Bordeaux, pour montrer la pièce en enfilade. Mais récemment, on a fait à Paris aussi, où là, on s'est un peu fait plaisir. On a pris deux trois lights, on a fait un vrai setup comme si on était dans un studio, mais le studio visible derrière les personnes. Et voilà, une key light, un kick derrière, rien de bien compliqué en soi. Je pense que avec une ou deux lights, on peut faire un setup très sympa. En intérieur, bien sûr. Nico, je suis sûr que tu as des anecdotes de foirage d'interviews en tournage. Est-ce que tu peux nous en confesser quelques-unes? De foirage d'interview, Je suis je sûr. cherche. Des choses à pas faire, Technique, quoi. tu vois, ou des pièges à éviter, ou des trucs comme Ouais, ça. de choses à pas faire, pas avoir de casque quand tu fais une interview. C'est une chose à pas faire. De se dire, ouais, ça module. C'est bon, ça module. Non, si on surveille les niveaux, on se dit, ouais, le vumètre, il Ouais, affiche ça ça, va, c'est ça cool. module et tout, c'est bien et Moi, tout. je fais tout à l'œil, hein, les podcasts. Hein. J'ai mes petits potards, là. Tant que ça va pas dans le rouge écarlate, tout va bien. Hein. Non, mais effectivement, c'est d'autant plus vrai sur l'interview, mais le son est tellement important. C'est-à-dire qu'on peut couvrir tout sur une interview. On peut couvrir une catastrophe, on peut faire un super beau setup. Moi, ce qui m'arrive souvent, c'est parce que moi, les interviews, elles sont très souvent en décor naturel. Donc, le setup, il est super beau, c'est cool, il y a un petit rayon de lumière, tout va bien. Une heure après, c'est un carnage. Une heure après, l'autre, il a la lumière en plein dans la gueule, ça lui fait des grosses ombres portées. C'est affreux. Voilà, on rediaffe, mais c'est quand même pas beau, quoi. Et donc, on sait que toute cette partie-là de l'interview, elle peut être très longue. On va la couvrir. On va mettre des îlots. De toute façon, moi, l'interview, mmh, j'aime bien qu'on la voit à quelques moments, mais je trouve ça plus sympa quand c'est couvert, quoi. Enfin, quand c'est mélangé avec des images de quelqu'un qui fait autre chose. Mais c'est pour ça que le son est tellement important. Parce que c'est ça la trame de l'interview, finalement. C'est le son de la voix, c'est l'histoire qui est racontée. Et après, à l'image, voilà, on peut toujours couvrir, ouais.
Toujours dans les techniques de cadrage, on peut aussi évoquer l'exercice tout particulier du vlog, pour lequel une seule personne s'occupe absolument de tout. Le cadrage, la réalisation et surtout l'incarnation. Ce format très populaire sur YouTube et les réseaux sociaux, avec les Reels Short et autres stories vidéo, nécessite finalement un matériel un peu spécifique. Et on vous propose d'écouter le vidéaste Charles Schill nous délivrer quelques conseils. Pour prendre le matériel adéquat pour faire du vlog, ça va dépendre de plusieurs écoles, mais déjà, je pense qu'il faut du matériel qui est pas trop lourd, premièrement, parce que, bah, évidemment, tu vas le porter à bout de bras et au bout d'1 minute, bah, si c'est un boîtier, vraiment avec un gros objectif et cetera, tu peux commencer à le sentir et ça va te forcer à changer de bras, ça va te forcer à te couper, enfin bref, ça peut être, un petit peu contraignant. Donc déjà quelque chose d'assez portable et léger et aussi évidemment, plus c'est, portable, léger en général, plus c'est petit et on va dire plus c'est facile quand tu as pas l'habitude, à utiliser, tout seul, surtout si tu es en public parce que c'est plus discret, donc tu attires moins les regards, donc tu te sens plus à l'aise. Deuxième chose, il va falloir déjà une focale qui est assez large, peu importe, voilà la taille du capteur de ton boîtier, en tout cas au niveau du rendu, il faut que ce soit assez large, en équivalent plein format, je dirais 24 millimètres ou moins. Ça, c'est vraiment important parce que, bah, sinon tu vas avoir, même en étant à bout de bras, ta tête qui va remplir un peu trop l'espace, tu vas pas avoir de marge, tu peux pas trop montrer ton environnement. Bref, c'est pas idéal. Donc le mieux même, c'est carrément un 16 millimètres. C'est par exemple, c'est vraiment, vraiment parfait. Ça peut même te permettre de cropper un petit peu en post-prod, de faire des petits zooms et cetera, des petits effets qui sont quand même mine de rien assez, habituel dans ce genre de format aussi. Tu peux aussi évidemment, bah, enfin, c'est même vraiment très conseillé de prendre une caméra qui a un écran qui se retourne vers toi, ce qui fait que, bah, tu peux voir ce que tu cadres. Parce que sinon ça peut amener à quelques déconvenues, surtout si tu as une focale qui est, bah, pas trop, trop large, qui est un peu limite. L'écran, c'est vraiment indispensable. J'ai déjà vlogué par le passé avec des caméras qui à l'époque, bah, étaient pas toutes, notamment je pense à un Nikon Z6 qui n'était pas avec un écran orientable, en tout cas qui se retourne et du coup c'était vraiment, vraiment la cata. Donc hyper important et aussi, une bonne stabilisation quand même, c'est vraiment important, que ce soit au niveau de l'objectif ou du capteur ou encore mieux des 2. Mais en tout cas voilà, d'avoir vraiment une caméra qui stabilise bien l'image au maximum, sans avoir un effet, on appelle souvent ça du wobble, c'est un peu dans les coins quand c'est large. Voilà, ça va faire un peu d'effet de distorsion un peu bizarre, où on sent que la caméra essaie de stabiliser, mais elle n'y arrive pas. Donc voilà, c'est important d'avoir une stabilisation qui est correcte. Après évidemment, si on parle d'accessoires, ben, par exemple un micro canon, c'est déjà super bien pour, bah, puisque tu vas le diriger vers toi en parlant vers la caméra, le son va déjà être vraiment, vraiment pas mal et c'est idéal ou encore mieux, bah, évidemment un petit micro cravate, pourquoi pas. En toute honnêteté, le genre d'accessoires comme voilà les poignets, et cetera, c'est un peu gadget. En tout cas, moi je considère que tout ce qui est un peu relié à l'électronique avec le rec, déporté, je trouve ça après c'est mon avis, mais que c'est voilà, un peu pas inutile, mais en tout cas, le gadget est le bon mot. Je trouve par contre qu'avoir un petit pied, typiquement, il y a le Menti Spot de PG Whitech, il me semble, ou des petits pieds un peu polyvalents. Ça permet d'avoir une bonne prise en main sur le boîtier, par exemple, c'est assez cool. Ça permet de reculer un peu, par exemple, si on a une focale qui est pas assez large, ça permet de gagner quelques centimètres et de reculer et d'avoir un petit champ un peu plus large et aussi, bah, de poser la caméra à différents endroits pour, bah, pouvoir, parler à la caméra quand elle est posée, je sais pas, sur, un banc, au sol, voilà, ça permet de faire des petits plans un peu plus variés. Bon, tout ça paraît évident dit comme ça, mais il faut quand même y réfléchir et y penser. Fabien, il y a les constructeurs, il y a des constructeurs, pas tous, qui développent des gammes entièrement dédiées à cet exercice du vlog. On connaît la gamme ZV de chez Sony depuis un moment maintenant. Depuis hier, il y a Canon qui s'y met aussi. Du coup, voilà, c'est qui les utilisateurs de ce genre de produit? Typiquement, les utilisateurs de ce genre de produit, ça pourrait être des gens qui créent déjà du contenu, mais plutôt avec leur smartphone. En soi, on a des outils quand même assez puissants tous dans nos poches à l'heure actuelle. Mais il y a toujours quelque chose de plus à avoir. On peut avoir une profondeur de champ plus fine, des effets de bokeh un peu plus jolis, une meilleure qualité en basse lumière. Et ce genre de produit va vraiment se destiner à ces gens-là qui veulent monter la qualité de leur création de contenu. Et le produit vlog ultime, selon toi, actuellement sur le marché, ça serait quoi? Je pense qu'il faut réfléchir par taille de capteur parce qu'il y a quand même pas mal d'acteurs qui sont rentrés sur ce marché-là.
Canon récemment, Sony avec un peu d'avance. Je pourrais pas donner 2 produits parfaits pour l'instant. Moi, j'aurais tendance à parler du DJI Osmo Pocket pour l'avoir testé. Je sais pas si vous le connaissez, ce truc-là. C'est Ah, c'est vachement bien. absolument barjo La stab est incroyable. comme terme, comme produit. C'est une Mm. petite poignée, l'écran, il se retourne. Enfin, c'est magique, 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 Puis magique, chaque ce génération, truc-là. ça progresse. C'est Ouais. formidable. Complètement dingue. Moi, j'attends le moment où ça sortira, il y aura un capteur APS-C dedans, un truc. Mais comme l'Osmo, Bah oui. mais en fait, Ouais. là, il y avait l'Osmo, le premier Osmo là, qu'on tenait, qu'on utilisait un peu en Ouais. tournage avec une tête X3, là, que c'était un capteur micro Bah, 4 c'était tiers, un je crois. pouce, non? Ah, Ouais, micro 4 tiers, tu as raison. micro 4 tiers, Ouais, ouais. ouais. Ouais, donc moi, j'attends justement où ils vont sortir, ou la tête qu'on a sur les drones, mais à la mano. Ouais. Mm. Ou sinon, je pensais en écoutant le témoignage, une caméra 360. Ah, Ah les oui. Insta. Ou la Theta. Bah ouais, la tête assez gros, mais une Insta X4. Ouais. En vrai, aujourd'hui, moi, je ferais du vlog, je me prendrais même pas la tête avec T'as des déjà fait du objectifs. vlog un peu? Non, T'as déjà un jamais. peu Mais exercé mais ça si aujourd'hui je faisais un truc, j'aurais surtout pas envie de me prendre la tête avec le cadre, avec des objectifs, Oui, mais le des son machins, des avec trucs. un Bah, Insta Avec 360. l'Osmo Pocket là, de DJI, le son, c'est pas un souci. hein. Oui, Tu oui, parce qu'on synchronises ça tout, Non, avec synchronise DJI, tout, oui, ouais. mais l'Insta 360 dont tu Bah, parles. je me prends un petit tentacle, un truc qui enregistre, un petit clap et c'est parti. Hein. Après, Au moins, tu prends pas la tête sur le tournage, mais par contre, en post-prod, tu vas avoir besoin de plus d'outils, tu vas avoir plus de temps de réflexion sur ton Tu dois cadrage, quoi. synchroniser. Tu vas le voir dans le champ. C'est du 360, tu vas voir l'outil. Je Enfin, crois qu'ils les effacent maintenant dans le champ. Ah ouais? non, Ouais. non, de toute façon, tu l'as pas en 360. C'est soit toi, soit devant, soit à côté, soit tu recadres. La stable, elle est folle. Tu peux recadrer quand même. Je pense que tu as l'équivalent de plusieurs focales. En tout, bon, c'est ça, Ouais, ouais. la vie perso. Bon, allez, on va conclure là-dessus. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations dans cette discussion, beaucoup de conseils. Merci infiniment, Nikos et Fabien, d'avoir partagé toutes ces informations avec nos auditeurs.